de vous retrouver sur France 2, d'autant plus que pour vous affronter, regardez, il y a Willy Rovelli, Valérie Beg, Philippe Gildas, Ariane Brodier et Francesca Antoniotti. C'est mon équipe de Face à la bande et ça démarre tout de suite. Sur France 2, je suis très heureux de vous retrouver et de vous accueillir sur le plateau de Face à la bande. Vous le savez, ici, vous pouvez remporter de l'argent grâce aux questions que vous avez envoyées sur France2.fr. 300 € pour vous dès que vous réussissez à coller la bande. Et 300 € qui vont dans la cagnotte lorsque c'est la bande qui réussit à trouver la bonne réponse. Et comme la cagnotte est tombée lors de la précédente émission, la cagnotte de départ ce soir est de 300 €. C'est pas mal pour démarrer. Petite cagnotte qui va devenir grande, j'en suis sûr, grâce au talent, grâce à la culture, grâce au génie et grâce à la chance aussi, parfois de la bande, qui va tenter de répondre aux questions que vous avez envoyées sur France2.fr. Et sans plus attendre, découvrons les premiers candidats du soir qui vont affronter la bande. On y va! Ouh là là. Alors, ma chère Francesca Antoniotti. Je vais choisir le numéro 4 parce qu'il a l'air d'avoir envie de gagner les 300 €. Il a une belle chemise, donc voilà. Ok, une belle chemise, une envie de gagner, ça suffit pour convaincre Francesca de choisir ce monsieur. On découvre qui est ce monsieur derrière le profil 4. Voici Jean-Claude. Jean-Claude est un retraité marseillais de 68 ans. C'est un passionné d'équitation et il a même possédé des chevaux fut un temps. Aujourd'hui, c'est au Poney Club qu'il adore passer du temps avec ses petits-enfants. Réussira-t-il à se remettre en selle avec une question cavalière? La réponse, tout de suite. Allez, Jean-Claude de Marseille, découvrons la question qu'il souhaite vous poser pour tenter de vous battre, vous abattre, j'allais dire, non, pour tenter de vous battre. 300 € à la clé. L'animateur est fatigué aujourd'hui. 300 € à la clé. Regardez la question de Jean-Claude. Allez, 3 minutes pour y répondre. Il vous demande pourquoi connaissons-nous tous ces 3 garçons. Top chrono, on y va. Les vieilles photos, les to be free. On reconnaît bien Adèle sur celle-ci. Là. C'est Adèle, Philippe et Franck. Est-ce qu'ils sont de la même famille? Ils sont de la même famille. Bien joué, Valérie Beg. Ah, donc ce sont les frères. Eh oui, en fait, les Bogdanov... Tang. Non, pas les frères Tang. Les frères Tang, c'est des magasins chinois de grande distribution. Non, ce ne sont pas les Bogdanov non plus. Hein. Ils sont que 2, ils sont pas 3. Hein. À moins qu'ils en aient perdu un à un moment donné, mais non, c'est pas les Bogdanov. Est-ce qu'ils ont inventé quelque chose? Ils n'ont rien inventé. Est-ce que ce sont des brigands? Ils ont des têtes de brigands? Ouais, ouais, un peu. Hein. Oh, le délit de faciès, Valérie Beg. Et en même temps, vous avez raison. Mais ce sont des brigands. Alors... Est-ce qu'ils sont français? Ils ne sont pas français, madame. Est-ce qu'ils sont italiens? Ils ne sont pas italiens, madame. Mais ça, c'est un indice, en revanche. J'ai reconnu ce petit son, et c'est un indice pour essayer de vous aider. Eric et Ramsey? Kik et Fluke? Kik et Fluke, Eric et Ramsey, vous les avez reconnus. Eric et Ramsey, oui. Eric et Ramsey, c'est la tour Montparnasse infernale. Donc... Les Dalton. Ce sont De quoi, les Dalton? Ah ouais, c'est les Dalton. En photo, ce sont les frères Dalton? Non, là-bas. Oui, voilà. C'est une bonne réponse de la bande, il s'agit bien des frères Dalton. C'était facile. Ça, c'était facile. Hein. C'est-à-dire qu'une fois que vous aviez trouvé que c'était la même famille, donc des frangins, plus des brigands, les Dalton, forcément, ça coulait de source. Et Eric et Ramsey, bien sûr, qui ont joué dans le film Les Dalton. C'était une question échauffement, hein, comme on l'appelle, Cécile. C'est la question mise en jambe, vous voyez. C'était lequel, le petit? Alors, attendez, je vous explique l'histoire des Dalton. Déjà, vous saviez qu'ils avaient vraiment existé, les frères Dalton? Oui, bien sûr. Bien entendu, tout le monde le savait. Évidemment. Pourquoi connaissons-nous tous ces 3 garçons? Puisque ce sont les vrais frères Dalton. Il y en avait 4, hein, comme les vrais Dalton. Robert, dit Bob, Grattan, dit Gratt, et William, dit Bill, bien entendu. Et le dernier s'appelle Emmett Dalton. Sauf qu'il n'y a pas de photo des 4 frères en vie. Donc la seule photo qu'on en voit en vie, c'est A3. Mais ils étaient 4, sinon les frères Dalton. Ils sont connus sous le nom, bien sûr, des frères Dalton. Et ils ont formé un célèbre groupe de hors-la-loi qui a sévi dans l'Ouest américain à la fin du 19e siècle. Les 3 premiers furent abattus lors d'un braquage, tandis qu'Emmett survécut à 23 impacts de balles. Waouh. Oui, 23 trous de balles, madame, oui, c'est ça.
C'est comme 50 Cent, hein, le rappeur américain, qui en a eu un peu moins que 23, mais qui en a eu quelques-uns quand même. Celui qui est resté en vie a été condamné à perpétuité et finalement libéré en 1907. Et en 1918, il publie Behind the Law, un récit autobiographique qui retrace l'histoire de ce gang. Et le dessinateur belge Maurice, donc le papa de Lucky Luke, étonné par l'imbécilité manifeste de cette fratrie qui préparait très minutieusement des attaques qui leur apportaient rien du tout. C'est-à-dire que les mecs organisaient des braquages qui leur apportaient mais quasiment que dalle à chaque fois. Il s'est dit, bah, tiens, ils sont tellement ridicules et tellement bêtes que je vais en faire des personnages, les Dalton, donc dans les aventures de Lucky Luke. À noter en revanche que les vrais Dalton n'avaient pas de taille graduelle. Bonne réponse de la bande. Un indice que vous avez utilisé, c'était bien sûr Eric et Ramzy qui ont joué les Dalton dans le film sorti en 2004. Désolé Jean-Claude de Marseille, mais cette question ne vous rapporte pas 300 €, mais toute notre amitié, toute notre considération et permet surtout à la bande de mettre 300 € de plus dans la cagnotte. Regardez. 600 €, c'est un bon démarrage et je suis sûr que la cagnotte va continuer à grossir grâce à la bande et grâce peut-être aux questions que vous avez envoyées sur france2.fr, à moins bien sûr que vous ne réussissiez à les coller, auquel cas les 300 € vont directement chez vous. Voici les prochains candidats à affronter la bande. Ariane Brodier, qui vous choisissez? 1, 2, 3 ou 4? Je suis un peu intriguée par la photo en noir et blanc, un peu comédien, et en même temps pas trop. La numéro 2. Numéro 2, allez, choisi par Ariane Brodier. On fait connaissance avec le profil numéro 2. Avec son air de comédien et en même temps patron, voici Jacques. Jacques a 50 ans et il est professeur d'anglais au collège à Saint-Julien-les-Rosiers dans le Gard. Lorsqu'il n'enseigne pas les verbes irréguliers, Jacques regarde les tournois du Grand Chelem à la télé. C'est avec une question en fond de cours qu'il a souhaité servir face à la bande. Jacques de Saint-Julien-les-Rosiers dans le Gard, qu'on salue et qu'on remercie bien entendu de s'être inscrit sur le France2.fr. Il a envoyé une question pour tenter de vous battre et de gagner 300 €. Voici la question de Jacques. Jacques, pour sa première participation, vous demande pourquoi Jules Ferry a-t-il instauré de grandes vacances scolaires l'été en 1882. On y voit top chrono. Parce qu'il voulait se barrer avec ses gosses. En fait, Jules Ferry voulait partir au camping. Et puis Il s'est dit, il nous faut un break, il nous faut des vacances. Voilà. Est-ce que les grandes vacances, c'était à une autre époque avant? C'est-à-dire Est-ce que c'était pas en été? Est-ce que c'est l'été qui est important? Oui, l'été est important. Est-ce qu'il y a une canicule? Pas de canicule, non. C'est parce qu'il fait beau et donc il a décidé que c'était mieux d'être en vacances quand il fait beau, ce qui paraît assez logique. Non, C'est pas faux, mais non, c'est pas ça. Parce qu'il est arrivé au bout du programme scolaire. Et ils se sont dit, les gars, on a fini, on termine, bah oui, allez, on si on part a tous plus à la rien à leur piscine. apprendre. C'est pas ça. En vacances. Ça faisait des années qu'il pleuvait tout, à chaque grande vacances, donc il a dit ça sera cet été. Non, c'est pas la bonne réponse. Pourquoi Jules Ferry a-t-il instauré de grandes vacances scolaires l'été en 1882? C'est pas météorologique. C'est météorologique en partie. Premier indice. Eh oui, on avance, mais à petits pas. La mer. Qu'est-ce que c'est? Si on peut, juste, j'aime pas trop l'avoir dans le dos, je vous le dis. Parce que quelqu'un était mort à cause des intempéries. Qui était mort à cause des intempéries? Un prof. élève. Le prof Un prof. de toutes les écoles Tous de les France. Tous les professeurs étaient décédés. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Est-ce que c'est en lien avec l'agriculture? Oui, tout à fait. C'est parce que c'était le moment d'aller dans les champs pour récérer la récolte. Donc du coup, Ah, il mais fallait que oui, tout le monde soit en mais bien vacances et que sûr. les enfants Bien aident les parents. sûr, c'est pour Philippe permettre. Oui, ils ont, ces demoiselles ont très bien trouvé. Allez-y, Pour reformulez-le. permettre aux enfants d'aller aider les parents. À qui ça? Pendant les moissons, oui. Pendant les moissons. tous les Bien temps. joué, bonne réponse de la bande. Philippe Gildas. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Oui. Oui, bien sûr, C'est-à-dire en qu'en partie. en fonction des régions, on peut décaler pour que ça coïncide exactement avec les moissons. On ou perd les- sur les champs, moi. Oui.
Pourquoi Jules Ferry a-t-il instauré de grandes vacances scolaires l'été en 1882? Eh bien, vous avez trouvé la bonne réponse, puisque c'était pour laisser les enfants travailler dans les champs durant les moissons. En 1882, l'école est devenue obligatoire. Ça, vous me disiez, est-ce qu'il y avait des grandes vacances avant? L'école n'était pas obligatoire avant, donc forcément, on ne parlait pas de grandes vacances à ce moment-là. En revanche, en 1882, l'école devient obligatoire et Jules Ferry accorde alors 1 mois de vacances pour que les enfants aillent travailler au champ. C'est une vraie galère. En fait, les gamins n'attendaient pas du tout les vacances, quoi. Non, vite, il faut qu'on reparte à l'école, les amis. En 1922, les congés d'été seront même rallongés de 2 semaines pour garantir les moissons et les vendanges d'après-guerre, puisqu'il fallait aider ou remplacer en partie les hommes rentrés mutilés du front. Donc, on avait besoin que les enfants soient encore plus disponibles pour les moissons. Donc, les congés d'été ont été rallongés. Bien joué, bonne réponse de la bande. Quand ils commencent l'émission comme ça veut dire qu'ils sont redoutables. Jacques, du côté de Saint-Julien, les Rosiers dans le Gard, cette question n'a pas réussi à les battre. En revanche, il y avait un indice qui les a mis sur la piste, puisque, regardez, la faucheuse qui était derrière nous a permis de faire penser au fauchage des blés et, bien entendu, aux moissons. Jacques, donc... Non, arrêtez ça. La photo de la faucheuse plus cette musique-là, arrêtez. Arrêtez, je vais partir. Il y a des seniors dans le public qui se sont dit, j'espère que c'est pas pour moi, la faucheuse. J'espère pas, hein. Moi je vous veux tous les jours à côté de moi dans le public. Hein. Sinon, je suis pas bien, je suis pas en forme. Elles sont là, c'est mes copines. Hein. Si on fait une bonne émission, on les montre pas assez, mais c'est mes copines qui sont là. C'est... Je me tourne souvent de ce côté-là parce que... Voilà. Ah, elles me disent on t'aime. C'est gentil. Ça, c'est sympa. 300 € donc qui ne partent pas chez Jacques. Merci les filles. Hein. Mais 300 €, vous allez le voir, qui viennent s'ajouter à notre cagnotte du jour. Regardez, la cagnotte s'élève désormais à 900 €. 900 € à gagner en fin d'émission. Restez avec nous vraiment jusqu'au bout. Peut-être que l'un ou l'une d'entre vous va repartir avec 900 € et peut-être même plus si la bande continue de jouer aussi bien. Et ils vont pouvoir nous prouver une fois de plus l'étendue de leur talent, mais cette fois-ci en individuel, car c'est le moment du face-à-face. Allez, vous le savez, cette question va permettre à un téléspectateur de repartir une fois de plus avec 300 €. Mais cette fois, vous ne pouvez pas jouer en bande. Non, vous allez jouer en individuel, en duel, face à un téléspectateur ou une téléspectatrice dont nous découvrons tout de suite l'identité. C'est Liliane qui se présente pour le face-à-face. Liliane a 69 ans et elle est retraitée de la Poste. Liliane vit à Stein, en Seine-Saint-Denis. Véritable globe-trotteuse, Liliane aime parcourir le monde et rêve de se rendre en Islande pour voir de près les volcans. C'est pour un face-à-face en éruption qu'elle se présente ce soir. Liliane, elle est à Stein, en Seine-Saint-Denis. Elle n'est pas très loin de notre plateau, finalement, Liliane. Elle a trouvé une bonne question pour essayer de vaincre la bande. Elle l'a envoyée sur France2.fr. Ça, c'est pour Gildas. Peut-être gagner 300 €. Allez, nous allons découvrir maintenant qui Liliane a choisi d'affronter. Peut-être vous, Francesca. Peut-être vous, Ariane Brodier. Vous, Philippe Gildas. Ah non. Peut-être Valérie ou peut-être Willy Rovelli. Allez, vous pensez que c'est Philippe? Nous allons découvrir le choix de Liliane. C'est parti. Alors, qui a été choisi par Lily? Je m'appelle Lily, ma Liliane. Et c'est Ariane Brodier. C'est comme ça, c'est tombé sur vous? Je sais pas, je me sentais bien. Mais je tout le pensais monde pas vous aime. Non, sereine. mais moi j'étais très sereine. J'étais sûre que ça tomberait jamais sur moi. Je me suis dit, oh Philippe, Francesca, pourquoi pas. Eh ben non. Ah bah non. Ariane Brodier. Ok. Ouais, c'est sur vous que c'est tombé. Liliane a choisi de vous affronter. Réveil. Vous êtes en forme aujourd'hui, Ariane? En forme de quoi Non, je suis un peu... Regardez, preuve en est, je suis pas en forme. Ouais. Ok. Vous avez Christian Morin à l'oreillette ou quoi? Bah c'est ça. Allez, Liliane a choisi d'affronter Ariane Brodier sur ce face-à-face. Un duel de femmes. Oh, c'est presque excitant. Dis donc, on mettra de la boue la prochaine fois. Liliane, donc 300... Oui, je suis très excité aujourd'hui. Liliane va tenter de rafler 300 € avec cette question. Regardez, 40 secondes pour essayer d'y répondre. Je ne vous aide pas d'indice. Et je ne réponds que par oui ou par non. D'accord. Vous êtes prête? Prête. Alors, on y va. Liliane de Stein vous demande, ma chère Ariane, comment Louis XIX a-t-il marqué l'histoire de France? Interdit de souffler, on y va, top chrono.
Est-ce que c'est une bataille? Non, Est-ce que c'est un jour férié? non, Est-ce que c'est une histoire d'amour? non, Est-ce que c'est par ses vêtements? non, Est-ce que c'est par une construction quelconque? non, Est-ce que... comment il a marqué la France? Il a marqué la France avec un stylo, ouais. Non, Non. il a... Avec les territoires, il a... Non. Est-ce qu'il... c'est le roi qui a eu le règne le plus court. Oui, bonne réponse. Un chapeau. Je savais même pas qu'il avait régné. Dans les 10 dernières secondes. Je pensais qu'il était jeune. Forte, Ariane Brodier, forte. Comment Louis XIX a-t-il marqué l'histoire de France avec un stylo? Elle me dit. Bien sûr, avec un feutre, il a fait une croix sur l'histoire de France. Bah, remarquez, c'est pas si faux que ça. Il a un peu fait une croix sur l'histoire de France, Louis XIX, puisqu'il a en effet eu le règne le plus court de l'histoire de France. Vous savez combien de temps ça a duré? 6 mois. 6 mois. Non, qui dit mieux? 2-3 jours. 2-3 jours. semaines. Philippe, vous savez, non? Oui, en tout cas, je savais même pas, moi, qu'il avait été roi. 2-3 c'est ça. heures. Et écoutez, il a été roi non pas pendant 2-3 heures, mais pendant 20 minutes. Ah bah voilà. Eh ouais. Oui, ils m'ont pas prévenu, donc. Non, c'est ça, c'était tellement rapide que personne n'est au courant de cette Pourquoi, histoire. il est mort? Non, non, il est pas Ah non, mort. mais non, c'est quand il y a eu un coup d'État. quoi. Exactement. À la suite de la révolution de juillet 1830, Charles X, qui est le roi de l'époque, abdique et son fils Louis-Antoine d'Artois signe l'acte de renoncement à la couronne. Sauf qu'entre le moment où le père abdique et le fils signe l'acte de renoncement, il s'est écoulé 20 minutes. 20 minutes donc durant lesquelles Louis-Antoine d'Artois fut officiellement Louis XIX. Voilà, un règne de 20 minutes, le règne le plus court de France. On est désolé en tout cas pour Liliane Destin, on vous embrasse. On viendra même peut-être vous faire un bisou chez vous à la fin de l'émission puisqu'on est à côté. Merci en tout cas pour cette bonne question qui malheureusement ne vous rapporte pas 300 € mais qui nous aura permis d'en savoir un peu plus sur l'histoire de notre beau pays et sur l'histoire de Louis XIX. J'ai l'impression d'être Laurent Deutsch quand je parle d'histoire, moi. La cagnotte continue de grossir. Regardez la bande, vous avez rajouté 300 € puisque nous atteignons désormais 1200 €. C'est bien. On a franchi la barre symbolique des 1000 €. 1200 €, c'est le montant de la cagnotte pour le moment. Peut-être que l'un ou l'une d'entre vous, en fin d'émission, repartira avec l'intégralité de la cagnotte. Je vous le souhaite en tout cas. Ça sera lors de la question finale. Mais pour le moment, nous avons d'autres questions et d'autres téléspectateurs qui souhaitent vous affronter, les amis. On y va, on mélange des photos. Alors, 1, 2, 3 ou 4, mon cher Philippe. La une. La une, la candidate numéro 1. Découvrons qui se cache derrière cette jeune femme choisie par Philippe. Derrière la une, c'est Alexandra. Alexandra nous vient de Brest, dans le Finistère, où elle est maître d'hôtel. Heureuse maman de 2 enfants de 2 ans et 9 mois, Alexandra a une passion, la chanson. Elle a même participé au casting de The Voice belge. Les sièges de la bande vont-ils tous se retourner ce soir sur sa question? Il est temps de le savoir. Allez, on y va. Alexandra, donc de Brest, a une question qui va peut-être vous rapporter 300 €. Vous êtes prêts, les amis? Mais oui. Alors allons-y, voici la question d'Alexandra. Vous allez avoir 3 minutes pour y répondre et des indices à disposition. Elle vous demande comment Alexandre Selkirk a-t-il marqué la littérature? Avec On y un va. stylo. Non, pas avec un stylo. Il a écrit un Avec livre en 20 feu. minutes. Pas du tout. Allez, on y va, on lance le chrono. En tapant directement son texte à la machine. Non, c'est pas le premier à avoir écrit un texte à la machine. Est-ce que c'est un vieux livre? Est-ce que c'est un livre récent déjà? Qu'est-ce que vous entendez par vieux et récent? Bah, récent, c'est te dire tout ce qui est maintenant et vieux, c'est tout ce qui est avant. Ah, d'accord. Autrement dit, il y a combien de temps qu'il est mort, quoi? Oui, voilà, c'est ça. C'est un peu Non, ça ma c'est question. pas un livre récent. Est-ce que c'est le premier livre? Le premier livre Le premier. De la Genèse. de la Genèse, ouais, c'est ça. Non, c'est pas l'épilogue de la Bible. Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est le premier qui a inventé la bande dessinée? Ce n'est pas le premier à avoir inventé la bande dessinée. Est-ce que c'est le deuxième? Non, c'est pas le deuxième. Il écrivait en anglais ou en russe? En anglais? Il écrivait en anglais, je pense, Anglais, ouais. oui. Indice numéro 1. Ouais. Ah. Qui est-ce? Bah, ça nous aide bien. Louis XIV.
Non, ce n'est pas Louis XIV. Louis XV. C'est pas Louis XV non Louis plus. XVI. C'est pas Louis XVI. C'est pas un roi, En tout cas, c'est pas Louis XIX. Non, Louis XIX, il n'a pas eu le temps de mettre sa perruque. En 20 minutes, il n'avait pas eu le temps de la mettre. Bah, c'est peut-être Alexandre. Non, c'est Molière. C'est pas Molière non plus. Alexandre Selkirk, dont nous cherchions l'identité, non. D'accord. Donc, Donc c'est le premier à écrire des bouquins d'histoire. Qui ça? Bah, cet Alexandre Selkirk. Pas du tout. D'accord. Est-ce qu'il faisait les traductions Il était traducteur. oui. En quelle langue? en français-anglais le Pas du premier, tout. Non, non, c'est En pas du tout la bonne espéranto. réponse. En espéranto? Non, pas du tout, Philippe. C'est un poète, la personne qui... Alexandre Selkirk? Non, Non, lui, là. Lui, c'est plus qu'un poète, disons. Plus qu'un poète. Indice numéro 2. Ouais, voilà, ouais. C'est Tom Alors, Hanks. Il a... c'est Tom Hanks. Quel est le rapport il avec a Tom écrit Hanks? un livre esselé, non, seul au monde. Tout seul, il était tout seul sur une île. Alexandre il a écrit- Selkirk qui a écrit Seul au monde? Ouais, enfin, il a pas écrit seul au monde, mais il a écrit un livre esselé sur une plage, perdu. Il a écrit un livre. C'est Ou pas alors lui. il a écrit Forrest Gump. Non, il n'a pas écrit Forrest Gump. C'est pas lui, en tout cas, qui a fait Robinson Crusoe. Il était... Qui c'est, Alexandre Selkirk? Oui. Ah non, il n'a pas écrit Robinson Ah non, Crusoe, parce que Alexandre c'était déjà Selkirk. fait. Parce que c'était déjà fait par... Ma mère. Oh là là, vous êtes nuls en littérature. Vous tournez autour du pot, les amis. Comment Alexandre Selkirk a-t-il marqué la littérature? Indice numéro 3 pour essayer de vous aider. Écoutez ces sonores. Baron Basson. Eh bien, c'est vendredi. C'est vendredi quoi? Aujourd'hui? Non, Alexandre. Alexandre quoi? Selkirk, c'est vendredi. Alexandre Selkirk n'est pas vendredi. C'est Robinson, alors. Alors attendez, comment Alexandre Selkirk a-t-il marqué l'histoire de la littérature? C'est lui qui a inspiré Robinson Crusoe. Valérie Bègue. Voilà. C'est lui qui a inspiré Robinson Crusoe. Bonne réponse de la bande. Bien joué. Dans les 10 dernières secondes. Autrement dit, C'est exactement ça. on s'est bien viandé parce que c'est pas un auteur. Alexandre Selkirk, vous cherchiez un auteur depuis tout à l'heure, mais ce n'est pas un écrivain, Alexandre Selkirk, même si il a un peu écrit quelque chose. Je vais vous raconter tout ça. Comment Alexandre Selkirk a-t-il marqué la littérature? Eh bien, son histoire a inspiré le roman Robinson Crusoe. Après une querelle avec son capitaine, il était marin en fait, Alexandre Selkirk. Après une querelle avec son capitaine, ce marin écossais fut débarqué au large du Chili sur une île déserte où il vécut 4 ans et 4 mois. C'est déjà pas mal, hein. Et non pas 28 ans comme dans le roman, mais 4 ans et 4 mois, ça commence à faire long, tout seul sur une île. Et il est recueilli en 1709 et le capitaine de bateau qui l'a sauvé décide de publier le journal. Il avait écrit un journal, malgré tout, Alexandre Selkirk, dans lequel il racontait sa vie sur l'île, comment il s'est mis à fabriquer diverses choses pour améliorer son quotidien, comment il a construit une hutte, des outils, des ustensiles, etc., etc. Et Daniel Defoe s'est fortement intéressé à cette histoire et en a fait un best-seller avec les aventures de Robinson Crusoe, publié en 1719. Bonne réponse de la bande. L'indice numéro 1 que nous avions à vous proposer. Vous m'avez dit, est-ce que c'est un poète? Oui, c'est un écrivain, c'est plus que ça même. Daniel Defoe, donc l'auteur de Robinson Crusoe. Indice numéro 2, Tom Hanks qui a joué dans le film Seul au monde. C'est ça qui vous a mis sur la voie de la bonne réponse. Oui, Seul au monde qui en fait raconte aussi l'histoire de quelqu'un qui reste seul sur une île déserte, une sorte de Robinson Crusoe moderne, on peut dire. Film réalisé par Robert Zemeckis, super film, Incroyable, hein, qui date de l'an 2000 déjà. Et enfin, indice numéro 3, Mrs. Robinson, Mrs. Robinson, Madame Robinson. Comme Robinson Crusoe, Simon and Garfunkel, 1968. Bien joué, la bande. Désolé, Alexandra, vous repartez les mains vides. Mais vous n'êtes pas seul au monde, non, ma chère Alexandra, puisque toute la bande vous embrasse et tout le public vous remercie d'avoir joué avec nous, de vous être inscrite sur France2.fr et de nous envoyer cette bonne question qui nous permet d'être un peu moins nuls en littérature. Et on en avait grandement besoin, les amis, croyez-moi. Allez, 300 € de plus dans la cagnotte. Regardez, ça grimpe ce soir, hein. Nous passons donc de 1 200 à 1 500 €. Allez, 1 500 € dans la cagnotte et peut-être même plus avec de nouvelles questions envoyées pour tenter de coller la bande, des questions que vous avez envoyées pour essayer de gagner de l'argent. Nous allons donc découvrir qui va pouvoir affronter mes camarades. C'est parti.
1, 2, 3 ou 4, ma chère Valérie Bègue. J'hésite. Vous hésitez. Attendez, vous savez quoi? On va fermer les yeux, on va vous écouter minauder. Tout le public, les garçons, fermez les yeux. Je vais choisir. Oh oui, choisis-moi. Le numéro 3. Attendez, j'étais à deux doigts de me mettre tout nu. Moi. Pardon, excusez-moi. Vous avez choisi qui, pardon? Numéro 3. J'étais parti dans un petit rêve comme ça. C'était très agréable. Numéro 3. Allez, on y va, on découvre qui se cache. Derrière le garçon numéro 3, vous nous avez offert beaucoup de bonheur, Valérie. Merci. Allez. Je suis tout ému du bonheur donné par Valérie. Mathieu est un étudiant en kinésithérapie de 20 ans qui nous vient de Boisseuil, dans la Haute-Vienne. Mathieu est fan du chanteur Renan Luce. Il s'est d'ailleurs mis à la guitare comme son idole. Réussira-t-il à trouver l'accord parfait face au maestro de la bande? La réponse tout de suite. Mathieu de Boisseuil, dans la Haute-Vienne, a donc une question pour essayer de gagner 300 € et pour essayer, bien sûr, de coller la bande. On y va. Mathieu vous demande pourquoi le poème Chanson d'automne de Paul Verlaine est-il entré dans l'histoire? On y va, c'est parti, top chrono, 3 minutes pour y répondre. C'est parce qu'on l'apprend à l'école. Oui, ça d'accord. Vous l'avez appris à l'école, Chanson d'automne? Non. Vous allez pouvoir nous le réciter? Non. D'accord, merci Francesca. Pas dans mon école. Par rapport au nombre de vers? Par rapport au nombre de vers. Non, Ah, les vers au nombre de pieds ou de vers, pas au nombre de vers de terre, non, bien sûr. Composition. Non, c'est pas lié à la composition du poème. Ça a un rapport avec ses amours. Aucun rapport avec les amours de Paul Verlaine. Ça a un rapport avec le calendrier. Avec quel calendrier? Peut-être qu'avant ça, avant on disait, il y avait d'autres noms en fait pour les saisons. Peut-être que c'est la première fois où il utilisait le mot automne. Avant, le calendrier des dieux du stade s'appelait le calendrier Paul Verlaine, hein, bien sûr. Et il y avait que des auteurs de poésie tout nus dessus. C'était assez particulier. Il y avait Rimbaud qui posait comme ça. C'est parce qu'il l'a écrit en prison. Non, il l'a pas écrit en prison. Enfin, peu importe, ça n'a pas de rapport avec ça. Je sais pas où il l'a écrit, mais en tout cas, ça n'a aucun lien avec ça. Francesca. Peut-être que c'est devenu un modèle ensuite pour écrire d'autres poèmes. C'est-à-dire un modèle dans les alexandrins ou voilà. Un modèle. Verlaine est devenu un modèle, en tout cas, dans la poésie. Peut-être ce poème-là, il a ensuite guidé pour que les autres... Ce n'est pas la bonne réponse. Non, non. Indice numéro 1, c'est pas pour ça qu'il est vraiment rentré dans l'histoire, la grande histoire avec un grand H. Alors, qui est derrière? Ah, ben c'est le général. C'est un aéroport. De quoi? Ah oui, c'est à l'aéroport, oui, c'est l'aéroport Charles de Gaulle, oui, bien sûr. Est-ce que c'est un poème, chanson d'automne, où on se défeuillerait et du coup ça donnerait la Gaule? Qu'est-ce que j'y fais? On va stopper le chrono. Légèreté, finesse. Je pense qu'on va lancer un grand vote pour la vanne. Est-ce qu'on la met dans la poubelle, le public, cette vanne? La poubelle? Ah non, elle était Alors bonne, écoutez, la à la demande générale, la vanne d'Ariane Brodier va dans la poubelle que voici. Hop, la vanne. Dans la poubelle que voilà. Allez. Bon, enfin, Heureusement, Ariane Brodier est à la Comédie des Boulevards et c'est beaucoup plus drôle sur scène, croyez-nous. Dans son spectacle Mytho, oui, oui, elle a des meilleurs auteurs sur scène, est-ce croyez-moi. que c'est lié à Rimbaud alors? Attendez, on relance le chrono, Philippe. Ah, Allez-y. excusez-moi, je croyais que tu Je vous en prie, allez-y, Philippe. Est-ce que c'est lié à Rimbaud et à son histoire d'amour avec Non, Rimbaud? non, ce n'est pas lié à l'histoire d'amour avec Rimbaud. Pardon, est-ce que c'est lié à la guerre? Est-ce que De Gaulle se serait inspiré de Verlaine pour son message à la France? Ah, on se rapproche le de ça, survolant on des se violons rapproche. et tout ça, Attendez, vraiment, indice vraiment, numéro ça. 2 pour essayer de vous aider. Mais on a fait un bond en avant grâce à Valérie Bègue. Écoutez bien, Ah, mais bien sûr. c'est bizarre cet indice. Alors, est-ce que ça vous met sur une piste? Mais c'était le mot de code pour prévenir du débarquement. Il a servi de message codé sur Radio Londres pour annoncer le débarquement en Normandie. Bonne réponse! Bien joué, Valérie et la bande. Félicitations! Oh là là, mais quelle pluie de science. Pourquoi le poème Chanson d'automne de Paul Verlaine est-il entré dans l'histoire? Il a servi de message codé sur Radio Londres pour annoncer le débarquement en Normandie. Effectivement, c'était la bonne réponse. Les sanglots longs des violons de l'automne. Première partie de la première strophe est lue le 1er juin pour prévenir les saboteurs des voies ferrées de se tenir prêts. Ils avaient utilisé donc cette partie du poème. Ensuite, le 5 juin vers 22 h, retentit la deuxième partie, Berce mon cœur d'une langueur monotone, qui annonce le début des opérations du débarquement, etc., etc. C'est grâce donc à ces messages codés que le débarquement a pu avoir lieu, en tout cas dans ces conditions, et que ce poème de Verlaine est entré dans la grande histoire avec un grand H. Bien joué, la bande. Bravo Valérie.
Si c'était à refaire aujourd'hui, les messages codés, ça serait avec des chansons de Francky Vincent. Ça serait beaucoup plus bizarre pour annoncer le Tu débarquement. veux mon zizi, tu veux mon zizi. Vas-y, Francky, c'est bon, ça veut dire on va arriver à droite de la plage. Les indices, vous les comprenez bien entendu. Le premier indice, c'était non pas un aéroport, mais Charles de Gaulle, pour vous mettre sur la piste de Radio Londres. Terminal 1. L'indice numéro 2, c'était un message en morse. Ah oui. Message Morse. codé. Parce que les messages de la résistance étaient bien entendu codés. Et il vous a suffi de ces 2 indices pour trouver la bonne réponse. On est désolé pour Mathieu de Boisseuil dans la Haute-Vienne. Merci Mathieu d'avoir participé et d'avoir tenté votre chance face à la bande. Mais ça ne sera pas pour cette fois-ci. Une prochaine fois peut-être, on vous le souhaite. France2.fr pour envoyer vos questions. 300 € en revanche qui vont dans la cagnotte. Regardez, ça continue de grossir. 1800 € à gagner en fin d'émission lors de la question finale pour l'un ou l'une d'entre vous, je le répète chaque soir. Mais vous allez peut-être pouvoir repartir avec l'intégralité de la cagnotte tout à l'heure. Et pour le moment, il y a des nouvelles questions pour tenter de battre mes camarades. De nouvelles questions qui vont peut-être vous rapporter de l'argent ou des nouvelles questions qui vont permettre de faire grossir encore la cagnotte. On y va, on mélange les photos. Un, 2, 3 ou 4, mon cher Willy Rovelli. La 4. Alors vous prenez le monsieur numéro 4. Oui, c'est les toi. C'est marrant, quand vous hésitez, vous êtes comme Valérie, vous minaudez, mais c'est moins excitant. Ouais, il y a un truc. Allez-y, je vais fermer les yeux. Allez-y, Alain, j'aime pas. Ah non, non, ça me plaît beaucoup. Hein, non. Allez, on découvre qui se cache derrière le monsieur à la chemise rouge. C'est parti. Hey hey, c'est Jean-Claude. Gendarme à la retraite de 68 ans, Jean-Claude nous vient directement de Cérézin de la Tour, dans l'Isère. Jean-Claude est un grand joueur et lorsqu'il ne regarde pas face à la bande, il suit assidûment des chiffres et des lettres. C'est avec une question faite de consonnes et de voyelles qu'il se présente ce soir. Bonne chance à lui. Jean-Claude qui est donc gendarme à la retraite et qui souhaite affronter la bande avec une question, 300 € à la clé. Regardez la question que souhaite vous poser Jean-Claude. Il vous demande pourquoi cette chienne est-elle devenue célèbre. On y va, 3 minutes top chrono. Elle a tourné dans un film. Dans quel film? Un film de boule, apparemment. Non, c'est une balle de tennis qu'elle a piquée à Roger Federer. Philippe Gildas. Non, je dis, elle a piqué une boule à Roger Federer. Oui, c'est en fait, elle est ramasseuse de balles personnelles de Roger Federer, cette petite chienne. Elle a joué dans une publicité pour la nourriture pour les chiens. Laquelle? Je peux pas donner de nom. Vous avez vu ce petit chien dans une pub pour les... Ouais, non, Je suis chanteuse à l'origine en plus. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que vous avez fait la Star Academy, on n'en parle pas assez souvent dans cette Ouais, émission. mais il vaut mieux apparemment. D'accord, ok. Elle a aidé le gendarme ou un autre gendarme? Non, Un aucun... acte héroïque. C'est quoi Un acte héroïque. Attendez, elle n'a pas été dans la gendarmerie ni quoi que ce soit, mais on peut parler effectivement d'héroïsme. Indice numéro 1. Qu'est-ce que c'est? Elle a sauvé quelqu'un dans la glace. Elle a sauvé quelqu'un qui était prisonnier, elle a sauvé Hibernatus. Oui, mais non, mais c'est des chiens qui retrouvent ça, ces petits chiens-là. C'est Ouais. une race de chiens qui retrouvent. Ça retrouve quoi, ça? Bah, C'est vrai que c'est retrouve c'est des les balles. chiens policiers dans les douanes aux Ouais. États-Unis Ouais. qui cherchent la drogue. Ouais. Non, je dis ça, ils m'ont reniflé il y a 15 jours, c'est pour ça, mais je vous assure que c'est vrai en Ouais, plus. c'est cette race de chiens-là, donc elle a retrouvé quelque chose ou quelqu'un. Elle a pas retrouvé quelqu'un Elle ni a quelque sauvé chose. quelqu'un Elle a sauvé quelqu'un. Ah, Elle a sauvé un loup. Elle a sauvé un loup? Elle a sauvé Willy. Ah oui! Elle m'a fait du bouche à bouche, enfin du gueule à bouche, et c'était très. C'est pas mal. Elle a fait un massage cardiaque avec Ah, ses petites voilà, pattes. j'adore. Avec les griffes, ça pique un peu, mais Ah, c'est pas j'adore, désagréable. j'adore. Moi, je suis très chienne. moi. Un deuxième indice. Ouais, c'est ce qui se dit. Écoutez ça. Help, bah oui, help. Voilà, elle a sauvé quelqu'un. Alors, est-ce que ça vous aide? Confirmation qu'elle a aidé quelqu'un. Voilà. Pourquoi? Help. Eh ben pourquoi je ne sais pas. help. Bah oui, I need somebody. Donc Help. elle, besoin de quelqu'un. elle a répondu à un appel au secours. Ouais. Elle n'a Au pas téléphone. répondu à un appel au secours. Au Help qui veut dire téléphone. au secours en anglais, bien sûr. Ouais. Elle a sauvé quelqu'un de connu. Non, pas de connu.
Allez, un dernier indice, les amis, on n'a plus beaucoup Elle a de temps. sauvé un enfant. Non, elle n'a pas empêché un sauvé un enfant. kidnapping. Attendez, qu'est-ce Elle que a c'est que sauvé un ça? téléphone. Elle a composé elle-même le numéro de téléphone. Exactement. Et donc, elle a... Elle a appelé ben, la police. Elle a appelé Elle a SOS appelé le médecin. SAMU. Non, pas... Non, mais c'est ça. Non, mais elle a demandé est-ce que Michalak est là? Non, mais Non, mais attendez, vous l'avez dit, Philippe. Elle a, Ben oui, elle a faut le appelé dire. quelqu'un au téléphone. Elle a appelé quoi? La police. le SAMU. Le SAMU. Les secours. Mais et non, là- SOS. Et donc, ça a permis de... Ah bah, De sauver son bien maître. sûr. De sauver son maître, effectivement, grâce à un téléphone. Bien joué, la banque, c'est une bonne réponse. Dans les 10 dernières secondes, ils ont trouvé la bonne réponse. Ah, elle est bon ce soir. Hein. Histoire totalement dingue. C'est quoi ce téléphone pour chien? Faut Non mais m'expliquer. c'est pas un téléphone pour chien, je vous jure, c'est complètement fou cette histoire. Pourquoi cette chienne-là est-elle devenue célèbre? Eh bien parce qu'elle a sauvé son maître en appelant les secours sur un téléphone portable. Bien sûr. Je vous raconte l'histoire. Non mais c'est une véritable histoire. Hein. Pris d'un malaise dû à son diabète, Kevin Weaver, un Américain de 34 ans qui habite en Floride, n'a dû son salut qu'à sa chienne, qui s'appelle Belle, un beagle de 3 ans, qui a su non seulement diagnostiquer son état, mais appeler les urgences à temps. Dr. House C'est Dr House, le chien, ouais, c'est ça. Mais comment elle En avait fait, pour la le chien marche avec une béquille aussi, comme ça. Belle a été dressée pour mesurer le niveau de sucre dans le sang de son maître. Rien qu'en le léchant et en reniflant le bout de son nez plusieurs fois par Ah jour, elle arrive à mesurer le niveau de sucre dans le corps de son maître diabétique. Et quand le sucre chute à un niveau insuffisant, elle peut le prévenir en gémissant et en lui donnant quelques coups de patte. Donc quand il y a le chien qui commence à lui taper sur la patte, c'est-à-dire que là, le niveau de sucre est plus suffisant dans le corps de son maître. Mais encore plus fort, la chienne a en effet trouvé le téléphone portable de son maître lors de son malaise. Elle a appuyé sur le 9, qui était le numéro sur lequel était fait le rappel. préenregistré le numéro des secours. Elle a appuyé dessus avec les dents, carrément, la chienne, comme elle l'avait appris durant son dressage. Le numéro des urgences était donc programmé. L'ambulance était sur les lieux quelques minutes plus tard et le maître a été sauvé. Bonne réponse de la bande. Des indices qui vous ont aidé, chers amis, à trouver la bonne réponse à cette question. Cro-Blanc, puisque dans le roman de Jack London et puis dans le film dont on voit l'affiche, il y a effectivement ce chien qui sauve son maître. Indice numéro 2, les Beatles, que va nous chanter Francesca. Non, chantez mieux vous. Vous chantez plus du tout? Non, mais pas ça. Vas-y. C'est Help. trop pour moi. Les Beatles, ah ben c'est peut-être pas trop pour Willy Rovelli alors. Help, I need somebody help. I need somebody help. Quand tu as du diabète et que je suis un chien, je peux composer le numéro. Avec mes dents, j'appuie sur le 9 et les secours arrivent. Ce qui est bien, c'est quand Willy Rovelli chante Help, on a vraiment envie d'appeler les secours. C'est ça qui est bien. Et enfin, dernier indice, c'était bien sûr la photo d'un téléphone. Bah, pas un téléphone comme ça, là, le chien, il aurait galéré hein, avec le cadran carrément. Ça aurait été plus compliqué. Bien joué, les amis. On est désolé pour Jean-Claude de Cérézin de la Tour dans l'Isère. Belle question, Jean-Claude. Original, insolite. Et qui nous a permis de raconter cette belle histoire qui se termine bien, une histoire comme on les aime. 300 € qui ne vont donc pas chez Jean-Claude, mais qui vont dans la cagnotte, qui, grâce à mes camarades particulièrement brillants, je dois l'admettre ce soir, dépasse les 2000 €. 2100 € à gagner. On est bon là, hein. Tout de suite, l'heure de la question finale que voici. J'en ai pour la gagner. Et la question finale, 2100 € à gagner dans la cagnotte pour celui ou celle qui a été tiré au sort par notre huissier de justice et dont nous découvrons tout de suite l'identité. C'est Jérôme qui a été tiré au sort par notre huissier de justice pour poser la question finale. Jérôme a 27 ans et est originaire de Nivillac dans le Morbihan. Fan absolu de bande dessinée, Jérôme en a plus d'une centaine dans sa bibliothèque ou plutôt dans sa BD-tech. Ce soir, ce ne sont pas des bulles, mais bel et bien la cagnotte finale qu'il espère remporter. Bonne chance! Merci Jérôme de Nivillac dans le Morbihan. Merci de vous être inscrit et surtout vous pouvez remercier l'huissier, Jérôme, de vous avoir tiré au sort puisqu'il y a 2100 € à gagner ce soir dans la cagnotte. Le principe, les amis, vous le connaissez. Oui. 15 secondes chacun à votre tour pour tenter de répondre à la question de Jérôme à l'issue du temps réglementaire. Si vous n'avez pas trouvé la bonne réponse, 15 secondes de plus pour vous concerter et me formuler une proposition de réponse commune. On y va, vous êtes prêts? Je ne vous aide pas. Pas d'indice et je ne réponds que par oui ou par non. Go, on y va. Voici la question de Jérôme qui vous demande que s'est offert Pankaj Parak
pour son 45e anniversaire. On y va, Francesca. Un pays, Non, un bateau, non, une voiture, non, 10 000 voitures, non, des femmes, non, des hommes, non, des chiens. non, Est-ce que c'est politique? non, Est-ce que c'est un monument d'histoire? non. Ariane. Un nouveau nom de famille. Non, Une épilation laser. non, Est-ce que c'est quelque chose qui s'achète normalement, une maison, une voiture, quelque chose de comme ça? ça s'achète, oui. Philippe? Des congés payés. Non, Non, mais il a fait le tour du monde. non, Une île, oui, mais vraiment. non, pas une île. Aucune idée, moi. Il m'inspire pas, ce type-là. Valérie? Un voyage dans l'espace. Non, Un morceau de pays. non, Un pays. non, Il s'est acheté un mandat de président. non, Il s'est acheté des Willy Revelli, plein de places de spectacle. non, Willy? Un sourire, il se fait un sourire. Non, Est-ce que c'est vestimentaire? Oui. Est-ce que c'est une chemise? oui, Est-ce qu'elle serait en or? plus qu'une chemise. Oui, une chemise, un costume en or. Non, non. Un costume en or, des fringues en or massif. Non, Des... c'est tellement proche. Allez-y, concertez-vous. Vas-y, continue. Non, non, c'était pas une armure. C'était Un costume. un une veste, costume en or. Une doudoune. Un manteau. Un manteau, non. Un turban. Un débardeur. Concertez-vous, les amis. Une tenue de gala, Non, mais c'était une tenue. Je sais que c'est une fringue en or, mais... Alors attention, un- attention. c'est Non un- mais là j'ai besoin. Il y a beaucoup d'argent en jeu ce soir. Il y a C'est- 2100 €. J'ai besoin vraiment d'une réponse Un sari en or. Attendez Philippe. J'ai besoin d'une réponse faites le sari, ultra précise. Un sari, tu Et attention, hein, je jouerai sur les mots si besoin, mais ultra précise la réponse. un sari en or. on veut Mettez-vous. dire. D'accord. Vous formulez quoi les amis? Mais les saris, c'est pour les femmes. Ah ouais, non, t'as raison. Allez, donnez-moi une réponse. Philippe, c'est à vous de Un trancher. Bouddha. Ah, il s'est acheté un gros Bouddha en or. Non, allez, Grand dites-moi. déconneur. Une djellaba en or. Une djellaba en or, c'est votre réponse? Un peignoir. Je peux pas. Ah, bah, attendez, quelle est la réponse? Philippe, faut trancher. En or. C'est Philippe qui doit trancher. Regarde. Non, mais on disait un sari, mais on ne sait pas comment c'est pour un homme. Dis un peignoir. Un peignoir. Bon, un peignoir, elle dit. Alors je valide le peignoir en or, mais malheureusement ce n'est pas la bonne réponse. C'est Puff Daddy qui a ça. Eh oui, désolé, la bande en revanche. Jérôme remporte la cagnotte du soir, 2100 € qui part chez Jérôme. Bien joué, ça part à Nivillac dans le Morbihan, 2100 €. Alors là, je suis désolé, mais vous allez dire que je joue sur les mots, mais il y avait beaucoup d'argent en jeu, donc je ne pouvais pas accorder la bonne réponse à Willy Revelli. Vous m'avez dit une chemise en or. Une chemisette. Déjà, je ne devais dire que oui ou non, j'ai dit presque, et la bonne réponse était Une chemisette. une chemisette en or. C'était ça la bonne réponse. Mais c'est abusé. Et oui, ce monsieur qui est un mania du textile indien, il s'est fait un cadeau à 160 000 €. C'est celle-là? Voilà, c'est une chemisette, c'est celle-ci. C'est pas beau, hein. Elle est composée d'or de 18 et 22 carats. Elle pèse 4 kilos la chemise, c'est importable. Voilà, c'est quand même un comble pour une chemise sans manche de coûter un bras, mais que voulez-vous, ça lui faisait plaisir. Bien joué, Jérôme. Merci la bande et merci à vous de nous avoir suivis. On vous souhaite de passer une très belle fin de journée sur France 2. Je vous embrasse, bien sûr. Et on vous dit à très vite. Merci la bande et merci à vous, France2.fr, pour envoyer vos questions. Bye bye.